Alors ce soir, on va parler des idées noires, ce qu'on a qualifié des idées noires de la physique, avec mon collègue Vincent Bontemps, qui est un philosophe des techniques, qui est le seul philosophe embauché au CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Il y a un philosophe qui est là-bas, je peux dire, yes, il était content le jour où il a été embauché, parce que le CEA embauche plutôt des gens, alors il y a de l'administration, bien sûr, le fameux administratium dont parlait Stéphane Sarad pendant sa conférence du marathon, et il y a aussi, bien sûr, beaucoup de scientifiques, beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, de scientifiques. Et avec Vincent, moi j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement de constater que les physiciens qualifient de noir un certain nombre d'objets, notamment les astrophysiciens, le ciel noir, bon, ça paraît assez naturel, mais il y a des subtilités comme on va le voir, les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire, et puis il y a aussi quelque chose que les physiciens nomment corps noir. Et je m'étais dit, ce serait peut-être marrant de faire une sorte de série d'articles ou de chapitres dans un livre qui détaille un peu ce que sont ces objets, ce qu'ils ont apporté à la physique, à la compréhension du monde. Et en discutant avec Vincent, lui soumettant l'idée, lui, il a eu tout de suite une idée supplémentaire qui a, à mon avis, fait que ce bouquin est beaucoup mieux que ce qu'il aurait pu être sans lui, c'est-à-dire donner des éléments supplémentaires d'évocation philosophique, poétique, psychanalytique, peut-être de temps en temps, de ce que ce noir peut évoquer pour un non-scientifique aguerri aux sciences, comme l'est Vincent, mais non scientifique, qui lit ça, et qu'est-ce que ça lui évoque dans son domaine de compétences. Alors, malheureusement, Vincent ne pouvait pas être là ce soir, ne peut pas être là pendant ce festival cette année. Il est déjà venu au festival, mais cette année, il ne pouvait pas être là. Et du coup, je vais essentiellement parler du volet de physique, avec des évocations de ces évocations, parce que, comme le disait hier Eric Battès, je serai sensiblement hors de mon domaine de compétences ou de mon domaine de confort quand il s'agira de parler de choses plus littéraires, disons. Et donc, je vais découper ma conférence en une petite introduction, les éléments noirs dont parlent les physiciens, rapidement détaillés, parce que chacun mériterait une conférence entière, et déjà, il y a eu, ou il y aura dans le festival de cette année ou des années précédentes, des conférences qui ont concerné ces thèmes. Et puis ensuite, il y aura une conclusion un peu aussi évocatrice de ce noir, de qu'est-ce que c'est que ce noir pour les physiciens. Alors, donc les idées noires, d'abord, vous l'avez compris, parce qu'il y a au moins 5 objets qui ont été qualifiés de noirs. On pourrait dire aussi, pourquoi noir? Eh bien parce que, comme disait Henry Ford, quand vous achetez une voiture chez moi, vous pouvez la choisir de la couleur que vous voulez, pourvu que ça soit noir. Et donc là, il y avait que le noir qui s'imposait, il n'y a pas de choses bleues en physique, rouge-verte. Si, bien sûr, il y a des choses bleues, rouge-verte, mais il n'y a rien qui a été qualifié de bleu, rouge-vert, donc on a choisi noir. Et si on lit ce livre assez remarquable de Michel Pastoureau, qui est un spécialiste des couleurs, de l'histoire des couleurs, de la sociologie des couleurs, lisez à peu près n'importe quel livre de Pastoureau sur les couleurs, c'est assez fantastique. Il en a fait un sur noir, qui est la version de poche, il en a fait un grand format avec des choses magnifiques dedans. Et dans Michel Pastoureau, on apprend d'abord qu'il y a 2 sortes de noir, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Il y a un noir qui vient du latin ater, qui est un noir qu'on le qualifie de mat, et ce ater est devenu finalement négatif. On lui a donné petit à petit une connotation négative, et c'est de ater que sont venus les mots atroce et atrabilaire. On va revenir tout à l'heure sur atrabilaire, mais à donner ces 2 mots-là. Et ce qu'on apprend aussi dans le livre de Pastoureau, c'est qu'il y a un deuxième noir, un noir brillant, un noir qui est positif, qui est niger, et ce noir positif a donné dénigrer, enlever ce noir brillant, enlever la brillance morale, et donc finalement rendre les choses, les rejeter ou les péjorer, les rendre moins bonnes. Et donc, il y a 2 sortes de noirs, et on va essayer de voir à chaque fois, est-ce que les noirs des physiciens, donc quand ils qualifient le ciel ou autre chose, est-ce qu'ils se rattachent à l'un ou à l'autre, ou encore à d'autres choses? Autre question que l'on peut se poser avant même de commencer, c'est le noir est-il une couleur? Alors, si on lit la dioptrique de Descartes, on apprend que les rayons de lumière sont amortis, on dirait maintenant absorbés par la matière, qui leur ôte leur force, c'est-à-dire qui absorbe certaines couleurs et pas d'autres, et que l'apparence de la matière, la couleur des matières peut pour partie, pas toujours, pour partie être due au fait qu'elle absorbe plus ou moins certaines couleurs que d'autres, et que les couleurs restantes, celles qui sont peu absorbées, vont être diffusées, renvoyées vers l'extérieur, et du coup donner la couleur apparente de l'objet, jusqu'à éventuellement un objet qui absorberait toutes les couleurs de la lumière et qui deviendrait noir. Donc ça, c'est effectivement, le noir est-il une couleur? On pourrait se dire que oui, le noir c'est une couleur. D'abord, c'est vendu en tube. On peut acheter un tube de noir.
et puis le sortir, le mettre sur un pinceau, et on peut l'étaler, c'est une matière, et c'est constitué de pigments qui absorbent certaines couleurs. On se débrouille pour que les couleurs absorbées soient complémentaires, de sorte qu'à la fin, ce que l'on observe de l'objet recouvert de ce noir, de mélange de pigments, apparaissent comme renvoyant très peu de lumière, et donc absorbant l'essentiel des lumières, des couleurs qui le frappent. La synthèse en physique, on appelle ça synthèse, ou en optique, synthèse soustractive, c'est ce que l'on fait quand on fait de la photographie argentique, la photographie qui n'existe plus, que certains dans cette salle n'ont peut-être jamais vue, et l'impression en couleur, l'imprimantes couleur, les imprimantes laser, les imprimantes à jet d'encre. Alors on pourrait répondre aussi non. Le noir n'est pas une couleur, puisque finalement, quand on veut obtenir des couleurs variées, on peut mélanger essentiellement 3 couleurs fondamentales, qui seraient le rouge, le bleu et le vert, et que la composition du rouge, du bleu et du vert donne différentes couleurs, différentes nuances, selon les proportions que l'on met de ces 3 couleurs, jusqu'à éventuellement obtenir le blanc, qui serait la superposition de ces 3 faisceaux colorés. Et du coup, dans cette situation-là, le noir n'apparaît pas comme une couleur, mais comme l'absence totale de lumière. Le noir, il correspond à pas de rouge, pas de vert, pas de bleu. Donc là, le noir, c'est l'absence totale de lumière. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive, c'est ce qu'utilisent les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision. Et ce que pensent les physiciens du noir, le physicien vous dira, est noir, une pièce est noire quand elle n'a aucune lumière, quand elle ne contient aucune lumière. Ce n'est pas une pièce forcément peinte en noir. Et donc le noir, l'absence totale de lumière, dans toute la gamme de couleurs à laquelle vous êtes sensible, dans toute la gamme de lumière à laquelle vous êtes sensible, ce serait le noir. Alors, du coup, en physique, on peut aussi, il y a une extension du mot noir, du coup, ce noir par l'absence, qui pourrait être directement utilisé pour un certain nombre de notions de physique, qui sont pratiquement toutes les notions de physique, les entités du monde physique, les entités microscopiques essentiellement, mais aussi les lois de la physique qui ne sont pas directement observables et que l'on pourrait qualifier de noir en les pensant invisible, inobservable, occulte, caché, une manière d'arrière-monde, le physicien, la physicienne étant là pour révéler les lois de cet arrière-monde qui se joue devant nos yeux, auxquels nos yeux sont tout à fait incapables de saisir, et que personne n'a jamais vu une molécule de ses yeux, ni un atome, ni une particule élémentaire, et a fortiori le boson de Higgs ou quoi que ce soit. Et donc, les physiciens manipulent des notions, entre guillemets, occultes, des notions qui n'apparaissent pas évidentes à nos yeux, des fois même pas évidentes à notre esprit, et qui sont cachées, et que l'on pourrait qualifier de noires au sens où elles sont absentes de notre perception directe du monde. Et on pourrait jouer aussi sur les mots et dire que finalement, on va le voir, de la lumière, sous-entendu l'intelligence, la compréhension dont parlait Jacques Trainer tout à l'heure, la compréhension a pu surgir d'objets qualifiés de noirs, on le verra dans le cas du ciel noir, du corps noir et du trou noir, mais d'autres objets qualifiés de noirs sont des énigmes, restent encore pour l'instant des énigmes sur lesquelles des équipes entières travaillent, des projets se montent qui sont matière noire et énergie noire. Et donc les adjectifs noirs dans chacune de ces situations n'ont pas toujours le même sens, et on va essayer de comprendre ou de distinguer un peu les sens dans notre discussion. Incidemment, on a eu hier la splendide conférence d'Éric Batteste, qui a enthousiasmé la salle qui était présente, j'imagine la plupart d'entre vous, sur cette matière noire du vivant, ces choses invisibles à nos yeux bien sûr, mais aussi même ignorées pendant longtemps, et on voit que l'adjectif noir, disons, se répand, est utilisé dans d'autres disciplines que la physique. Alors, première question, le ciel est-il noir ? Semble-t-il oui en apparence. C'est une photographie dont je suis assez fier parce que c'est moi qui l'ai faite. J'ai eu quand même, d'abord, elle n'est pas spectaculaire, hein, pour les vrais pros de la photographie astronomique d'amateurs, ils se foulent pas beaucoup le look, évidemment. J'ai eu aussi le soutien technique de Patrick Lecureuil, qui lui est un vrai grand maître de l'astrophotographie d'amateur. Moi j'étais assez content parce que surtout j'étais content en la comparant à ce que je faisais quand j'étais petit en photographie argentique, c'était une vraie galère. Et là c'est de la photographie numérique et j'étais très content d'arriver à faire ça et que Patrick m'aide pour son traitement. Je montre cette image. D'abord parce que vous verrez mon niveau, je vous montrerai le vrai niveau des professionnels tout à l'heure, sur les mêmes deux galaxies, Messier 81 et Messier 82, qui sont dans la constellation de la Grande Ourse. Vous verrez mon niveau relativement au vrai pro, on va rigoler. Et pour montrer quand même qu'essentiellement on voit des étoiles, il y a deux objets qui sont un peu marrants, et puis il y a du noir entre les étoiles. Donc on peut dire le ciel est-il noir ? La réponse est oui, évidemment, il semble que le ciel soit noir. Évidemment, à nos yeux, on voit quelques étoiles, mais il y a bien sûr la Lune. Le ciel est noir quand même quand le soleil est couché, il faut attendre un peu quelques instants.
Et entre les étoiles, on voit des zones dont ne parvient, semble-t-il, aucune lumière. Si l'on regarde avec une paire de jumelles ou un télescope ou en faisant une photographie, on va voir plus d'étoiles, bien sûr, mais il y aura, semble-t-il, toujours du noir entre les étoiles. Pourtant, si on imagine, ce qui était le cas à une époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais si on imagine que le ciel est que l'univers est infini et uniformément rempli d'étoiles, on pourrait se dire, mais après tout, où que je vise quelque direction vers laquelle mon regard pointe, je devrais tomber sur une étoile, puisqu'il y en a une quantité infinie dans un univers infini, et je devrais me retrouver peut-être dans la situation qui prévaut dans cette forêt des Vosges, où que je regarde, pas à gauche, mais plutôt à droite, où que je regarde, ma ligne de visée rencontre un arbre, je suis au milieu d'une forêt de troncs, d'arbres denses, et où que porte mon regard, je rencontre un tronc, ce qui fait que l'impression que j'ai de là où je suis, c'est que je suis finalement encerclé d'une surface qui a le même aspect que celle d'un tronc d'arbre. Alors on voit que sur le côté, quand même, il semble y avoir une clairière, donc ce n'est pas tout à fait juste pour cette partie-là, mais là-bas, où que vous pointiez votre regard, vous tombez à peu près sur un tronc. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si la situation est la même dans l'univers est considéré comme infini, rempli d'étoiles, où que je pointe mon regard, je tombe sur une étoile, et donc le ciel nocturne, sous-entendu sans le soleil étant couché, devrait m'apparaître beaucoup plus brillant qu'il n'est en réalité, parce que chaque fois que mon regard pointe quelque part, il voit une étoile, et donc le ciel devrait être uniformément brillant, et même peut-être incandescent comme la surface d'une étoile. Et donc constater que le ciel est noir, ça paraît être une évidence, mais c'est surtout une question de nature cosmologique qui vous fait vous poser des questions finalement sur la façon dont se structurent les objets lumineux dans le ciel. Sont-ils en quantité infinie? L'univers est-il infini? Et comment ces objets sont-ils répartis? Plus d'autres questions qui vont apparaître dans un instant. Cette question-là du paradoxe, qu'on appelle paradoxe de la nuit noire, ce n'est pas vraiment un paradoxe. En tout cas, ça n'en est pas un si l'on ne se pose pas la question. Mais dès qu'on réfléchit un peu, on se dit « Ah, c'est curieux, si j'imagine un univers très simple, qui n'est pas la situation que l'on considère actuellement en cosmologie, mais un univers très simple, je devrais voir un ciel beaucoup plus lumineux qu'il n'est actuellement. » Cette question a été posée dès le XVIe siècle. Elle a été, popularisée par un Allemand qui s'appelle Heinrich Olbers en 1823. Et elle porte aussi le nom de paradoxe d'Olbers ou paradoxe de la nuit noire maintenant. Alors on pourrait même regarder, alors là cette fois-ci avec des photographies d'un autre niveau que celui d'un amateur, ça a été fait avec le Space Telescope, le Hubble Space Telescope, et sur cette image on ne voit que 3 étoiles de notre galaxie, et tous les autres objets sont des galaxies extraordinairement lointaines. Les 3 étoiles, on en voit une ici avec son aigrette, il y a une deuxième qui est là, et il y a une troisième qui est cachée là-haut. Donc, dans cette image, il y a 3000 galaxies et 3 étoiles, qui sont des étoiles probablement extraordinairement minables dans le ciel de la Terre, et 3000 galaxies. Le champ représenté dans le ciel, le champ précédent dans ma photographie, c'était 7 degrés par 8 degrés, donc c'était un très grand champ. Le diamètre angulaire de la Lune, c'est 0,5 degré, un demi-degré, donc un grand champ qui contient plusieurs fois, même dizaines de fois la Lune. Là, c'est un champ qui représente dans le ciel ce que vous verriez à travers le chat d'une aiguille tendue à bout de bras. Vous voyez le chat d'une aiguille, c'est pas gros. Vous tendez l'aiguille à bout de bras, vous regardez à travers le trou de l'aiguille, le chat de l'aiguille, et ce que vous voyez du ciel, c'est la surface qui est ici représentée. De là, on peut déduire par une règle de 3 qu'il y a environ 100 milliards de galaxies dans notre univers, peut-être plus, mais en tout cas l'ordre de grandeur est de 100 milliards. Et ce que l'on comprend aussi en voyant qu'il y a des objets beaucoup plus lointains que les étoiles, on le comprend déjà avec les étoiles, mais encore mieux avec les galaxies, c'est que ces objets-là, qui sont très lointains, la lumière qui nous en parvient a mis un temps considérable pour nous parvenir. Pour les étoiles, quelques années, pour les plus proches, les plus lointaines, quelques milliers d'années, une étoile comme Deneb, quelques milliers d'années, mais pour les galaxies lointaines, ça va de quelques millions à quelques milliards d'années, le temps de parcours de la lumière à 300 000 km par seconde, pour nous venir de ces objets extraordinairement lointains. Et donc les astres, singulièrement ces galaxies, les étoiles aussi, les astres sont vus à différents instants du passé, ne sont pas vus tous en même temps, autrement dit au même moment de leur évolution, et sont finalement, il y a une sorte de stratification temporelle. Plus on le regarde loin, plus on l'en voit loin dans le passé. Ça, c'est dû au fait que la vitesse de la lumière est finie. Alors voici les 2 galaxies prises par le Hooke tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce n'est pas le Hooke qui a fait la photo, c'est des professionnels. Vous voyez la différence quand même. Hein. C'est plutôt mieux. On voit beaucoup plus de détails. Les 2 galaxies, mais c'est 81 à gauche, mais c'est 82 à droite. Et j'ai remis ces 2 galaxies pour montrer cette comparaison. Et puis aussi,
pour évoquer la réponse qui a été apportée. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette histoire de la nuit noire, ce serait beaucoup trop long pour me laisser le temps d'aborder le reste, mais c'est Edgar Poe qui, dans un texte qui s'appelle Eureka, Essai sur l'univers matériel et spirituel, a d'abord récapitulé la question et répondu à la question. Récapitulé, si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme, comme celle déployée par la galaxie, la Voie lactée, cette zone brillante que l'on voit quand les conditions, brillantes mais faibles, que l'on voit quand les conditions astronomiques, comme à Florence, en tout cas dans la campagne de Florence et à la ferme des étoiles, sont très bonnes. Et puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. Sans doute, quelle que soit la direction dans laquelle je vise, je tombe sur une étoile et je dois voir un fond uniformément brillant. Et la réponse qu'il apporte, donc, dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible, placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Eh bien, Edgar Poe, qui n'est pas un scientifique, qui n'est pas un astronome, met le doigt sur la réponse, une partie de la réponse. Pourquoi est-ce que le ciel n'est pas uniformément brillant? Pourquoi est-ce que le ciel est noir? Il y a bien des étoiles de temps en temps, mais il y a beaucoup de zones, de directions dans lesquelles on vise qui ne portent aucune étoile. Eh bien, c'est tout simplement parce que les étoiles et l'univers n'ont pas toujours existé. Il existe une distance maximum au-delà de laquelle on ne peut pas voir. Les étoiles n'ayant pas toujours existé, les plus lointaines éventuellement, leur lumière n'a pas eu le temps, cette lumière qui se propage très vite, n'a pas eu encore le temps de nous parvenir. Les étoiles n'ont pas toujours existé et la lumière se propage à une vitesse finie. Donc, voilà les deux éléments qui sont absolument fondamentaux pour commencer à comprendre pourquoi la nuit est noire, qui donnent tout de suite une idée cosmologique, ça veut dire que ça a des implications cosmologiques très puissantes, de constater que la nuit est essentiellement noire. Et il existe donc un horizon cosmologique, il existe donc une plus grande distance, un plus long temps de regard en arrière, un plus long temps de regard dans le passé, au-delà duquel on ne voit pas d'étoiles. Et en plus de ça, ce qu'a montré la cosmologie moderne, c'est que l'univers est en expansion. L'univers n'est pas statique, mais l'univers est en train de se dilater, de se diluer, et que cette dilatation et cette dilution a des effets sur la lumière qu'il contient. Cette expansion, attention, ça va être très brillant. Voilà, attention, cette expansion de l'univers, on la connaît depuis 1929. Ça, c'est un diagramme moderne qu'on appelle le diagramme de Hubble, où on représente verticalement ce qu'on appelle la vitesse de récession d'une galaxie, la vitesse à laquelle elle semble s'éloigner de nous, et la distance, en fonction de la distance de cette galaxie, exprimée en millions d'années-lumière. Et puis, il y a un certain nombre de mesures qui sont faites, ce sont des mesures modernes, et puis il y a une valeur moyenne, et on constate que les points sont quasiment, pas une valeur moyenne, une droite moyenne qui semble passer par tous ces points, à peu près par tous ces points, avec une certaine incertitude. Et à l'époque de Hubble, bien sûr, la valeur de son paramètre, dit constante de Hubble, qu'on pourrait appeler aussi paramètre de Hubble, n'est pas estimée aux valeurs modernes, mais à une autre valeur qui a depuis été bien améliorée. Reste l'idée que l'univers est en expansion, où que vous soyez dans l'univers, tous les points s'éloignent de tous les autres, toutes les galaxies suffisamment lointaines de la nôtre semblent s'éloigner de la nôtre. Et si l'on remonte le film en arrière, ça a abouti à l'idée que dans le passé, l'univers était plus dense et plus chaud, les objets étaient plus proches les uns des autres qu'ils ne sont maintenant. Peut-être n'existait-il pas, sans doute n'existait-il pas. On l'a vu dans la conférence que j'ai donnée au marathon. Les étoiles n'ont pas toujours existé, elles ont une durée de vie, soit qu'elles résultent de leur contraction gravitationnelle, c'est quelques dizaines de millions d'années que l'on a estimées à la fin du XIXe siècle, soit maintenant ces étoiles qui se nourrissent de leur énergie, de leur propre énergie nucléaire, de la fusion des noyaux d'hydrogène et d'autres choses éventuellement ensuite qui sont en leur cœur, et cette fusion qui peut durer pour les étoiles comme le Soleil jusqu'à 10 milliards d'années, et des durées beaucoup plus courtes pour les étoiles beaucoup plus massives. Donc, dans le passé, l'univers était plus dense et plus chaud, les étoiles et les galaxies n'existaient pas, l'univers était rempli sans doute d'un gaz qui devait être chaud, et si l'univers est passé par une phase où ce gaz était à une température supérieure à peu près 3000 degrés, ce gaz était ionisé, c'était essentiellement de l'hydrogène ionisé, les électrons étaient arrachés aux atomes, aux noyaux d'hydrogène, aux protons, et dans ce milieu-là, dans un milieu ionisé, la lumière se propage très difficilement, parce qu'elle est diffusée incessamment sur les électrons libres, et la lumière, l'univers, la matière de l'univers est donc opaque à la lumière
la lumière se déplace en zigzag permanent et n'arrive pas à avancer en ligne droite tout le temps, si je veux dire. Elle avance en ligne droite, mais des petits segments de ligne droite incessamment déviés. Et une conséquence de cette idée-là, l'univers est en expansion et donc il était plus chaud et plus dense dans le passé, une conséquence a été tirée par Georges Gamow, un physicien russe qui a travaillé aux États-Unis, en 1948, qui a dit « Eh bien, si l'univers est passé par un élément plus dense et plus chaud et qui était de l'ordre de 3000 degrés, alors il doit y avoir une relique, un fossile, de ce rayonnement à 3000 degrés qui prévalait quand l'univers était dans cet état-là. » Et cette fossile, ce relique, a été dilué, a été rougi par l'expansion de l'univers et donc n'apparaît plus comme de la lumière, d'une matière qui rayonnerait à 3000 degrés, mais il apparaît comme un corps qui serait à une dizaine de Kelvin, disait Gamow. Et en 1965, deux observateurs, deux radioastronomes, Arno Penzias et Robert Wilson, ont, avec la grande antenne, la grande oreille électromagnétique qui est derrière, détecté un rayonnement qu'ils n'arrivaient pas à supprimer, dont ils pensaient au début peut-être que c'était une sorte d'artefact de leur observation, un rayonnement qui semblait venir de toutes les directions du ciel, rayonnement qui semblait être émis par un corps à peu près 3 Kelvin, température de 3 Kelvin en degrés Celsius, à peu près moins 270 degrés Celsius. Et donc ils ont trouvé le rayonnement que Gamow avait d'une certaine façon prédit en se fondant sur l'idée que l'univers est en expansion. Et donc on obtient finalement là quelque chose d'assez étonnant. Il y a effectivement une sphère incandescente qui brille sur l'ensemble du ciel. Ce n'est pas la sphère des étoiles, parce que les étoiles n'ont pas toujours existé. Ce n'est pas la sphère incandescente à 3000 degrés qui était à l'époque où l'univers ne possédait ni planète, ni étoiles, ni galaxies. Cette sphère incandescente, refroidie, diluée, éloignée de nous par 14 milliards, 13,8 milliards d'années d'expansion, se trouve être ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique, ce fond de rayonnement. Sur cette image, ça correspond à cette coquille qui est ici. Ces coquilles qui sont là sont ce qu'on appelle des avant-plans, des sources de rayonnement entre nous, sur Terre, et ce fond lumineux extrêmement lointain, je n'en parle pas du tout. Ce fond diffus cosmologique, la sphère incandescente, que l'on cherchait et que l'on a éliminé en proposant la durée de vie finie des astres qui peuplent l'univers, eh bien, elle est présente, mais elle n'est plus incandescente avec une lumière visible à nos yeux. Elle est incandescente, entre guillemets, elle est brillante avec une lumière invisible à nos yeux qui correspond à une température de moins 270 degrés Celsius. C'est ce qu'ont montré les satellites COBE, puis les satellites WMAP et Planck. Et donc finalement, si nous disons que la nuit est noire, c'est comme le dit René Barjavel dans Colons de la Lune, c'est que la nuit n'est noire que pour nous, ce sont nos yeux qui sont obscurs, aveugles, avec ici un très beau dessin de Scott Penor, j'en ai mis quelques-uns dans la conférence, il a illustré le livre commun avec Vincent, et qui a fait de magnifiques illustrations. Donc cette nuit noire, elle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière qui nous vient du fond du ciel qui nous semble noire, il y a de la lumière qui nous en vient, simplement nos yeux ils sont aveugles, ce sont nos yeux qui sont incapables de voir cette lumière qui nous vient du fond du ciel. Alors, passons au rayonnement du corps noir. On sait que les corps chauffés rayonnent. Je mets de la lave pour honorer notre collègue Pierre Thomas. Je mets du métal chauffé pour ceux qui ont déjà vu un forgeron à l'œuvre. On voit que la matière chaude rayonne et la matière froide aussi, mais on ne le voit pas à nos yeux. Et on voit que la matière aussi absorbe la lumière. Ça, on voit ce morceau de métal noir, il nous semble noir précisément parce qu'il absorbe pas mal de la lumière visible qui le frappe et qu'il ne renvoie qu'une petite partie de cette lumière qui nous donne l'impression que cet objet est noir. Et donc, les corps absorbent et émettent du rayonnement. Ça, on le sait depuis longtemps. L'étude a été faite essentiellement au XIXe siècle et M. Kirchhoff a dit en 1859 qu'à l'équilibre, la fonction source, alors la fonction source, qu'est-ce que c'est? J'ai mis une petite formule ici ou là. La fonction source, c'est le rapport qu'il y a pour un corps entre l'énergie qu'il peut émettre, la lumière qu'il peut émettre et la lumière qu'il peut absorber. Le numérateur représentera la quantité de lumière que peut émettre le corps à une certaine longueur d'onde, dans une certaine gamme de couleurs, dans une gamme de fréquences, on pourrait dire aussi, donc longueur de fréquences étant en gros inverse l'une de l'autre, et divisé par la quantité qu'il peut absorber.
Mais ce que nous dit Kirchhoff, ce qu'il constate expérimentalement, c'est que quel que soit le corps, le rapport entre ces deux fonctions, l'émissivité et la capacité à absorber, le coefficient d'absorption, ce rapport est une fonction universelle qui ne dépend que de la température et de la longueur d'onde, c'est-à-dire, disons, de la couleur du rayonnement, de la fréquence de la couleur du rayonnement. Et c'est Kirchhoff qui, en 1960, nomme corps noir un corps idéal qui absorbe tout ce qu'il reçoit. Mais en vertu de l'universalité de la fonction source, un corps qui absorbe tout ce qu'elle reçoit est aussi un émetteur parfait. C'est pour ça qu'il peut paraître assez paradoxal de considérer que le Soleil se comporte comme un corps noir, on va le voir tout à l'heure. Quand on le regarde, on a bien du mal à croire que le Soleil est un corps noir. Mais si le Soleil est un corps noir, c'est que c'est un corps qui se comporte avec une émissivité quasi idéale, et que du coup, il absorbe toute la lumière, toutes sortes de lumière qui peut lui tomber dessus. L'étude du rayonnement de la matière a été poursuivie par tout un tas d'autres physiciens. Il y a au moins 2 jalons que je veux noter. Un physicien, Stefan, qui en 1879 a montré que plus le corps est chaud, plus il rayonne, et il a même qualifié la quantité de rayonnement en disant qu'elle variait comme la puissance 4e de la température, 2 fois plus chaud, 16 fois plus de rayonnement, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois plus de rayonnement. Donc plus on est chaud, plus on est lumineux, mais on est beaucoup plus lumineux. Et une autre loi, un monsieur s'appelle Wien, plus un corps est chaud, plus il émet, j'appelle dans le bleu, plus un corps est chaud, plus le rayonnement qu'il émet aura une fréquence élevée, une longueur d'onde courte, et sera ce qui est dans le spectre de lumière visible, la couleur bleue, la couleur violette, mais qui pourrait être bien d'autre chose si le corps était beaucoup plus chaud. À 6000 degrés, le Soleil va rayonner à 0,5 millionième de mètre de longueur d'onde, essentiellement. Il va rayonner dans toutes les longueurs d'onde, mais l'essentiel, pas l'essentiel, mais le maximum de son rayonnement se fera en gros dans la longueur d'onde du verre. Par contre, le corps humain, vous, contrairement aux apparences, êtes lumineux, mais comme vous avez une température de seulement 37 degrés Celsius, 310 Kelvin, vous rayonnez seulement à 10 micromètres de longueur d'onde, et 10 micromètres, ça tombe dans l'infrarouge, et je ne peux pas, vous ne pouvez pas, nul dans cette salle ne peut voir la lumière infrarouge que vous émettiez. Si nous éteignons entièrement les lumières, et que je vous regardais avec mes yeux, je verrai rien. Si vous êtes silencieux, je pourrais même penser qu'il n'y a que moi dans la salle. Mais si je chose des lunettes capables de voir dans la lumière infrarouge, un détecteur infrarouge, je vous vois comme des sources de lumière dans la salle. Alors, les physiciens sont aussi intéressés au spectre d'émission, c'est-à-dire la façon dont la lumière rayonnée par un corps chaud se décompose en fonction des couleurs, en fonction des longueurs d'onde. Le spectre d'émission, le voici. Alors, verticalement, une idée de l'intensité. Plus c'est haut, plus il y en a. Et horizontalement, la longueur d'onde avec quelque part vers 500 milliardièmes de mètre. Ici, c'est le vert. Le bleu, le rouge est par ici et le bleu par là. Là, on est dans les ultraviolets. Là-bas, dans l'infrarouge. Alors voilà ce que serait le spectre d'un corps qui rayonne à 4000 degrés. Alors vous dites, ça a l'air un peu minable. Évidemment, c'est beaucoup plus intense qu'un corps comme vous, bien sûr, mais je l'ai mis tout minable parce que derrière, il y a des autres qui arrivent. Et rappelez-vous, quand la température est multipliée par 2, la luminosité totale est multipliée par 16. Alors regardez ce qui se passe à 5000 degrés, 6000 degrés, 7000 et 8000 degrés. On voit que la surface sous la courbe, qui donne une idée de la quantité d'énergie qui est rayonnée par le corps, est beaucoup plus grande sous la courbe bleue que sous la courbe rouge. Et le corps à 8000 degrés, 8000 Kelvin, va rayonner beaucoup plus. On peut regarder aussi la position des maxima, l'endroit où la courbe passe par un maximum, et vous voyez que cette position se décale vers le rouge, ou plutôt se décale vers le bleu, quand la température augmente. Plus on est chaud, plus on rayonne bleu, disons, dans le bleu. Et pour mémoire, voilà la bande, le domaine visible, l'intervalle de lumière que perçoivent nos yeux. Ce qui veut dire que quand on est comme le Soleil, mettons à peu près 6000 Kelvin, le Soleil rayonne énormément de lumière dans la gamme visible, c'est pour ça que nous le voyons si intensément brillant, mais il rayonne aussi pas mal d'énergie dans la gamme des infrarouges et aussi un peu dans les ultraviolets, dont nous sommes partiellement protégés sur Terre grâce à la couche d'ozone située à une trentaine de kilomètres d'altitude. Alors, ce spectre-là, s'il a pu être mesuré de manière de plus en plus précise, on a aussi essayé de savoir quelle était la formule qui le décrivait. Est-ce qu'on peut le décrire par une formule mathématique? Est-ce que l'on peut comprendre la façon dont les corps rayonnent en étant capable d'élaborer une théorie, un peu dans la manière, et même complètement la manière dont parlait Jacques Treiner tout à l'heure, élaborer une théorie qui nous permet d'écrire
la formule qui vous donne la forme de ce spectre. Comment un corps chaud, à une température donnée, rayonne. Alors, là, je vais mettre des formules, mais je ne vais pas les expliquer, je ne vais pas détailler tout ce qui se passe avec ça. C'est pour simplement, ça vous permettra de voir un peu même graphiquement comment évolue la formule. Après, les détails sont intéressants pour un physicien, mais pas un lundi soir dans une conférence à Florence. D'abord, première chose, pas de formule. Une constatation simple, Wedgwood, fabricant de porcelaine et d'autres encore, avaient constaté depuis longtemps qu'un corps chauffé devient rouge avec un rouge d'une certaine qualité, que les hommes de l'art, que ce soit de la porcelaine, que ce soit les artisans qui travaillent le métal ou que ce soit les potiers, savaient percevoir à l'œil en disant ah oui, quand c'est à ce rouge-là, c'est bon, c'est la bonne température. Sans savoir la donner, cette température, pas de thermomètre éventuellement pour la mesurer précisément. Mais ils avaient repéré la température et la couleur, c'était la même chose. Et il fallait saisir la bonne teinte de couleur pour avoir la bonne température de cuisson ou pour forger ou pour faire votre opération. Pas de formule pour l'instant, quelque chose d'assez qualitatif. Deuxième chose, Kirchhoff, lui, nous pense que la température, le spectre, la forme du spectre ne dépend que de la température. Deux corps, essentiellement, même de nature différente, de composition différente, chauffés à la même température, vont rayonner de la même façon, essentiellement de la même façon. Stéphane, lui, précise un peu des choses. Il nous dit que la quantité de lumière rayonnée va être proportionnelle à la puissance 4e de la température. Et puis Wien, une façon de formaliser sa loi, c'est d'écrire que l'énergie, à gauche, est égale à une certaine fonction de la fréquence. Cette lettre nu qui est indiquée ici, c'est la fréquence, quelque chose comme l'inverse de la longueur d'onde, et la température. La fréquence au cube multipliée par une fonction de la fréquence sur la température. Si le spectre vérifie une forme comme ça, alors on a bien la loi dite de Wien. Plus les corps sont chauds, plus ils rayonnent dans le bleu avec une certaine façon. Et puis Wien raffine un peu sa formule. Il raffine sa formule. Vous voyez qu'il a essayé de préciser cette fonction inconnue ici, il essaie de l'expliciter, mais cette fonction est fausse pour les basses fréquences. Les basses fréquences, c'est aussi les grandes longueurs d'onde, vers le rouge et l'infrarouge. Et puis Rayleigh et Jeans, eux, ils essaient de comprendre ce qui se passe du côté bleu. Ça se passe très bien du côté bleu, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que ça diverge, cette fonction-là diverge, et quand on calcule la quantité d'énergie émise par un corps qui rayonnerait selon comme ça, elle tend vers l'infini. Ce que nous ne constate pas, les corps rayonnent une quantité finie d'énergie. Et puis Max Planck, en 1900, produit déjà une formule qui est la bonne formule, mais avec des coefficients ici A et B. Vous voyez les transformations, il y a des... Sans savoir ce que c'est, je ne sais même pas décrire ce que c'est, il y a des expressions qui sont les mêmes. Il y a nu sur t qui est là, qui était ici, on le retrouve ici, puis il y a des coefficients. On précise, la formule se raffine. Mais quand Planck fait cette formule-là, il n'en est pas content parce qu'il ne réussit pas vraiment à la démontrer. Il n'est pas content de lui parce qu'il trouve la bonne formule, celle qui passe parfaitement, mais il ne la trouve pas en étant parti de premiers principes, en ayant fait un raisonnement, en ayant compris ce qu'il a fait. Mais pas longtemps après, quelques mois plus tard, il comprend ce qu'il faut faire et il trouve la bonne formule, la même formule, mais cette fois-ci où il comprend ce qu'il a fait, où il introduit ce coefficient H, la fameuse constante de Planck, et de cette façon, il introduit ça en précisant que les quantités d'énergie échangées entre lumière, entre le champ de rayonnement et la matière, ne peuvent se faire que par des multiples de la fréquence, et ce coefficient multiplicateur, c'est cette fameuse constante de Planck H qui est ici. Je ne rentre pas dans tous les détails qui seraient là-dedans, il y aurait beaucoup de choses à dire et bien trop techniques pour ne pas vous épuiser ce soir, mais il a fallu un certain temps pour aboutir à la formule qui décrit le rayonnement du corps noir. Et ça a tout simplement, cette compréhension de Max Planck a donné naissance et une des toutes premières briques de ce qui s'appelle ensuite la physique quantique. Donc cette question de raisonnement sur le corps noir, la compréhension du corps noir, a permis d'élaborer déjà la première brique, et puis ensuite, il y en a eu d'autres, mais celle-ci était extrêmement importante, la compréhension, le début de la physique quantique. Et donc, la compréhension du phénomène du rayonnement de la matière, du rayonnement du corps noir, ce corps idéal, parfaitement absorbant, mais aussi émetteur parfait, la compréhension de l'émission de la lumière qu'il émet et de la formalisation de la lumière qu'il émet, a permis d'aboutir à ça. Alors voici comment se représente un corps noir à une certaine température, la tête qu'il peut avoir, se traduit en RGB, à 1000 degrés, quelque chose qui est rougeâtre, à 10 000 degrés, quelque chose qui est quand même bleuté, et vous voyez qu'un corps noir à
5, 6 000, 7 000 degrés apparaît plutôt blanchâtre, jaunâtre, comme l'est notre Soleil. Notre Soleil, dans l'espace, nous apparaîtrait, pour nous, nous ne sommes pas astronautes malheureusement, nous apparaîtrait blanc. C'est ce qu'il apparaît aux astronautes qui l'ont pu le voir dans l'espace. Sur Terre, légèrement jaunâtre, dû à la diffusion atmosphérique qui ôte du spectre solaire une partie de son rayonnement bleu, la diffusion sur les molécules atmosphériques étant très efficace dans la longueur d'onde bleue, et appauvrissant la lumière du Soleil en bleu, le jaunit légèrement et donnant au ciel, quand il est découvert, l'aspect bleuté qu'on lui connaît. Existe-t-il des corps noirs, ce corps idéal dans la nature? Le Soleil en est-il un? Voici en orange le spectre solaire réel, voici en gris par derrière le spectre de corps noir à 5777 Kelvin qui décrit de manière approximative, mais relativement correcte finalement, le rayonnement du Soleil, qui n'est pas exactement un corps noir, mais qui est assez proche d'un corps noir, pas exactement pour être discuté, je ne rentre pas dans les détails. Donc le corps noir, le Soleil, les étoiles sont typiquement des corps noirs. Mais il existe un corps noir qui est bien meilleur que le Soleil. Ce corps noir, c'est précisément ce fond diffus cosmologique dont nous parlions tout à l'heure, cette lumière qui a été émise il y a très longtemps, quand l'univers est devenu transparent à la lumière, au moment, grâce à l'expansion, où la matière s'est déionisée, s'est recombinée, les électrons et les protons, disions-nous tout à l'heure, étaient séparés les uns des autres dans un milieu très chaud, à 3000 degrés, se sont recombinés quand, sous l'effet de l'expansion, l'univers s'est refroidi et les atomes neutres, les premiers atomes d'hydrogène neutre sont formés. Le rayonnement que l'on sait maintenant tracer, le voici, le spectre du rayonnement que l'on sait tracer maintenant, le voici. Les points de mesure sont ici, la courbe qui passe par tous ces points, qui ajuste au mieux tous ces points comme un corps noir à 2,725 Kelvin. Les incertitudes, les barres d'erreur sur cette courbe sont inférieures à l'épaisseur du trait. Donc on a un corps noir, quand on observe le fond diffus cosmologique, ça a été fait en 1992 par Kobe, cette courbe, elle a eu d'ailleurs valu, cette courbe et tous les travaux avec Kobe sur le satellite Kobe, le prix Nobel de physique à Smoot et Matter en 2006. On a un corps noir quasi parfait, en tout cas à nos qualités de mesure près, quasi parfait, à 2,725 Kelvin, c'est THE corps noir, peut-être même meilleur que certains corps noirs de métrologie, de laboratoire. Donc ce fond diffus dont nous parlons tout à l'heure, c'est un corps noir, il est lié à la fois au ciel noir, un noir que l'on ne voit pas, enfin noir parce qu'on ne le voit pas à nos yeux, mais aussi au corps noir. Voici une photo marrante. Sur une feuille d'aluminium, il y a une matière qui est déposée ici, qui s'appelle le Vanta Black. Le Vanta Black, c'est une matière spectaculaire qui absorbe 99,965%, quasiment 100% de la lumière visible qui la frappe. Quelque chose qui n'est pas un corps noir parfait, le corps noir parfait absorbe toute la longueur d'onde. La lumière visible, l'infrarouge, l'ultraviolet absorbe tout. Le Vanta Black, en lumière visible, absorbe quasiment 100% de la lumière qui le frappe. Et donc, dans la gamme de visible, est un émetteur quasiment parfait. Il est formé, Vanta, ça veut dire Vertically Aligned Nanotube Array, ça veut dire là, une microphotographie de cette matière qui est ici, où l'on voit ici de fins de particules, l'échelle est donnée en bas, 20 millionièmes de mètre, où l'on voit ici des tubes nanométriques dont le diamètre est de l'ordre du milliardième de mètre, ils sont alignés verticalement et qui font cette matière extraordinaire, très 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 noire. Et d'ailleurs, l'artiste Anish Kapoor a acheté l'exclusivité artistique du Vanta Black. Il a payé un bakshish à l'entreprise qui fait ça, de sorte que seul lui ait le droit, comme artiste, de l'utiliser et d'en acheter pour des œuvres artistiques. Une autre image, pour la plus évocatrice, enfin plus marrante, parce que Vincent Bontemps comme moi sommes assez fanatiques de science-fiction d'une part et puis de bande dessinée d'autre part. Et donc là, dans l'Incal, pour ceux qui ont reconnu, on voit ce qui s'appelle les œuvres d'ombre. On voit ces espèces de structures qui sont faites par les troupes du Technopape, pour ceux qui ont lu l'Incal. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de lire l'Incal de Möbius et Jodorowsky. Et ces œuvres d'ombre mangent littéralement les étoiles, mangent la lumière des étoiles et sont, d'une certaine façon, peut-être les artistes, le scénariste et l'artiste ont-ils été imaginés ou évoqués, ça a peut-être évoqué pour eux les affaires de trous noirs, pas de trous noirs, de corps noirs. Alors, autre objet noir de l'astrophysique que vous connaissez tous, l'objet emblématique, même si j'ose dire, la vedette de l'astrophysique, le trou noir qui est un objet que l'on pourrait décrire comme ça en deux lignes. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses plus subtiles à dire.
qui est une région de l'espace-temps courbée au point que la lumière ne peut, et la lumière et la matière d'ailleurs non plus, ne peut s'en échapper. Alors, quand on dit ça, on est un peu comme deux ronds de flanc. C'est dans l'idée que, dans la vision d'Einstein de la gravitation n'est plus une force, comme le pense Newton, mais la gravitation est une manifestation de la déformation de l'espace-temps. Et cette déformation, elle va avoir une conséquence, c'est que les objets qui se déplacent dans l'espace-temps déformé, qu'ils soient particules, planètes ou rayons lumineux, vont se retrouver devoir suivre finalement les géodésiques, ce qu'on appelle techniquement les géodésiques, les lignes de plus court chemin, disons, d'un point à un autre, dans cet espace-temps déformé par la matière qu'il contient. La source de la déformation, c'est la matière et l'énergie, la matière que contient cet espace-temps. Et il y a des régions particulières qui sont déformées au point que rien ne puisse en sortir et tout ce qui y rentre n'en sort pas. Pour que ça se produise, il faut qu'il y ait suffisamment de matière dans un rayon donné. Et si vous avez une masse m, eh bien, il faut que cette masse soit plus petite, contenue dans un rayon plus petit que le rayon de Schwarzschild, M. Schwarzschild qui a calculé cette chose-là. Et ce rayon de Schwarzschild, pour le Soleil, il vaut 3 km. Autrement dit, si vous êtes capable de mettre l'intégralité du Soleil, dont la taille actuelle est de 696 000 km, dans une sphère de 3 km de rayon, alors vous avez fait du Soleil un trou noir. Si vous voulez le faire avec la Terre, dont la taille est 6478 km, à peu près 6378 km, à peu près 6400 km de rayon, il faut la transformer en une bille de 9 mm de rayon. Ça tient dans la main. La Terre trou noir, elle tient dans la main, si j'ose dire, en volume. Bon, en masse, sauf que c'est la Terre, donc de toute façon, vous en foutez, elle n'est plus là pour vous tirer vers le bas. Mais c'est donc un effort considérable de compactage de la matière. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique au voisinage d'un trou noir? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut le décrire en termes de courbure de l'espace? Eh bien, il faut réaliser que si je... imaginons quoi? Imaginons que l'espace soit cette ligne à une seule dimension. Je ne peux me déplacer que sur cette ligne, à gauche ou à droite. Ça, c'est l'espace. Et puis, je vais représenter la dimension verticale, ça va être le temps. Alors, quand je suis ici, quel est mon déplacement dans l'espace-temps? Il faut l'imaginer. Je ne bouge pas dans l'espace, je me déplace dans le temps. Je n'ai rien à faire à se déplacer dans le temps, il y a juste à rester là bêtement. Vous vous déplacez dans le temps. Et donc, je suis une sorte de spaghetti. Et vous êtes un plat de spaghettis, tous alignés verticalement, les uns aux autres, bien rangés, et vous vous déplacez. Dans l'espace, vous êtes fixe, et dans le temps, vous vous déplacez. Si j'imagine que la troisième dimension, c'est le temps. Si je suis ici et que je me déplace comme ça maintenant, quel est mon déplacement dans l'espace-temps? Une ligne inclinée. Je me déplace à la fois dans l'espace et dans le temps. Et si je vais dans ce sens-là, une ligne inclinée de l'autre côté. Parfait. Vous êtes très fort. Alors maintenant, j'ai un faisceau lumineux, je suis ici, et j'éclaire par là. Je ne peux pas éclairer en haut à droite, j'éclaire le long de la ligne, j'éclaire là. Que fait cette ligne? C'est quoi son déplacement? Incliné comme ça, avec une inclinaison qui est la plus grande inclinaison possible, parce que la lumière est la plus grande vitesse possible. Et inclinée par là. Et si j'éclaire par là, pareil. Donc d'un point donné, on peut limiter les zones accessibles de l'espace-temps par deux droites, un rayon lumineux qui part à gauche, un rayon lumineux qui part à droite, ayant la plus grande vitesse possible. Toutes les autres choses, matière, personnages qui se déplacent, ce que vous voulez, se déplacent à l'intérieur de ce cône de lumière. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe quand on est près d'un trou noir? On va regarder, le trou noir il est là-bas, pour l'instant on va regarder ici. Eh bien, il y a le cône de lumière, qui est la lumière à droite, la lumière à gauche, et entre les deux, ce que vous voulez, la matière, ce que vous voulez. Si maintenant, je m'approche du trou noir, ce que l'on constate, la déformation de l'espace-temps va se traduire par un rétrécissement, une fermeture du cône de lumière et une inclinaison du cône de lumière. La lumière, vous l'envoyez à droite, vous l'envoyez à gauche, elle part à droite, elle part à gauche, tout va bien, mais les possibilités ne sont pas les mêmes que quand vous étiez loin du trou noir. Vous vous en rapprochez. Et quand maintenant vous êtes dans le trou noir, ou à la limite de ce qu'on appelle l'horizon des événements du trou noir, eh bien, le cône de lumière est si fermé et surtout si incliné
que la lumière, que vous l'envoyez pour vous à droite ou à gauche, elle n'a d'autre possibilité que de rester dans le trou noir. Et elle ne peut pas en sortir. Vous voyez que tous les rayons qui sont le premier rayon lumineux à droite, il va vers le centre du trou noir, très bien. Celui-ci, il va vers la gauche, très bien, mais ça le laisse dans le trou noir. Et puis tout ce qui est entre les deux rayons lumineux, du coup, reste dans le trou noir. Donc cette déformation de l'espace-temps, elle est sensible au voisinage, particulièrement sensible au voisinage des trous noirs. Et ce sont des objets, une fois qu'on est rentré dedans, il n'est plus possible d'en sortir. Est-ce qu'on peut voir un trou noir? Est-ce que vous voyez un trou noir là? La réponse est non. Ce qu'on voit là, c'est une vue du ciel simulée, ce sont une image synthétique créée avec un catalogue d'étoiles qui nous montre tout un tas d'objets du ciel. On voit par exemple les deux nuages de Magellan, qui sont ici et là, on voit la croix du Sud, on voit Alpha et Beta du Centaure, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, Canopus, c'est une vision un peu du ciel de l'hémisphère sud. Et puis quelque part au centre, il y a une étoile minablissime qu'on ne voit pas, qui est au centre de ce petit cercle violet qui est quelque part là. Maintenant, mettons un trou noir. Merci à Alain Ruazello, qui a fait ces images. Alain Ruazello, un astrophysicien de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est déjà passé au festival d'ailleurs il y a quelques années. Il met un trou noir devant ce ciel nocturne, parfaitement reconnaissable pour quiconque a fait de l'astronomie dans l'hémisphère sud. Et le trou noir est ici. Et qu'est-ce qui se passe sur le ciel? Quelles sont les déformations? Alors on a l'impression de voir le trou noir en ce sens que de là ne vient aucune lumière, mais on voit aussi surtout les déformations qu'il implique. Déformations, il courbe l'espace-temps autour de lui au point que les images d'arrière-plan sont totalement, en première instance, méconnaissables. On voit d'abord qu'il y a une sorte de structure annulaire, il y a des choses qui s'alignent sur cet anneau, qu'on appelle l'anneau d'Einstein. On voit ici deux objets très brillants, je les ai entourés en violet parce que c'est la minable étoile qui est juste là, dans notre ligne de visée, initialement était juste derrière le centre du trou noir, et que l'on voit apparaître en double et intensément magnifié. On voit ici le petit nuage de Magellan, et là, le grand nuage de Magellan. On voit ici la croix du Sud, on repère encore Alpha et Beta du Centaure, on repère Canopus, et regardez ici, c'est encore le petit nuage de Magellan qui est diamétralement opposé au précédent. On repère ici la croix du Sud, diamétralement opposée à la croix du Sud. On repère ici Alpha et Beta du Centaure, diamétralement opposés, et puis Canopus ici. Et donc, on voit qu'à l'intérieur de cet anneau d'Einstein, il y a une copie complète du ciel extérieur, et même si on regardait très très près, il y aura encore une copie de la copie. Cela relève du fait que la lumière peut être déviée par le trou noir au point de faire un tour complet avant de revenir, éventuellement 2 tours, 3 tours, dans un sens ou dans l'autre. La présence d'un trou noir, et plus généralement les déformations de l'espace-temps, mais celles d'un trou noir étant vraiment extrêmes, vont produire des distorsions, des amplifications et des images multiples. Et là, on voit que le mot noir accolé au mot trou, ce n'est pas quelque chose qui est invisible. Le trou noir, d'une certaine façon, on le voit. On voit une zone où il ne vient pas de lumière. Et puis, s'il était très petit, très lointain, on verrait les déformations de l'arrière-plan lumineux. Donc, il serait d'une certaine façon, il se manifesterait. Donc, le mot noir ne signifie pas là qu'il serait invisible, signifie plutôt qu'il absorbe parfaitement les choses et qu'il ne rend rien. Il absorbe parfaitement et il ne rend rien. En tout cas en première instance. Contrairement au corps noir, qui lui absorbe toute la lumière qui le frappe, pas la matière, le trou noir c'est toute chose, il absorbe ce corps noir, toute la lumière, il la rend intégralement. Le corps noir, c'est un corps noir rayonnant, là le trou noir est un trou noir absorbant. Alors l'image que cela a évoquée à Vincent, pour le trou noir, c'est l'image de la mélancolie. La mélancolie qui est liée dans la théorie des humeurs. Dans la théorie des humeurs, il y a 4 humeurs qui règlent votre état mental, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Et les dérèglements de la bile noire font que vous êtes atrabilaire, font que vous avez atteint de tristesse, d'une manière de mélancolie qui vous rend impossible de bouger, impossible de faire des choses. C'est très difficile, comme si finalement vous y étiez dans un état spatio-temporel où le espace et le temps deviennent infranchissables. Vous êtes dans votre fauteuil ou quelque part, impossible de bouger, impossible d'avancer, dans un état dépressif, un peu comme la lumière qui est en quelque sorte figée ou absorbée, impossible de sortir du trou noir. D'ailleurs, sur cette image, on voit le soleil qui est ici, on a quand même plus l'impression, je trouve, que la lumière rentre dans cet objet plutôt qu'elle en rayonne.
On voit l'ange ici qui est mélancolique, et puis il y a la mélancolie qui est dans le ciel. Bon, il y a toute une discussion à faire très pointue de cette œuvre d'Albrecht Dürer magnifique, sans parler du fait qu'il y a un magnifique carré magique là-haut. Et puis des polyèdres, il y a des gens dans la salle qui adorent les polyèdres. Enfin, il y a des tas de choses à dire sur cette œuvre. Et donc, voilà l'évocation que ça avait et qu'a décrit et qu'a élaboré Vincent dans notre bouquin sur l'analogie qu'il peut y avoir entre le trou noir et la dépression. Alors, avant-dernier objet noir, la matière noire. Voilà une image d'une galaxie, la galaxie Messier 33, qui est dans la constellation du Triangle, qu'on voit en été. Enfin, on ne la voit pas comme ça à nos yeux, bien sûr, ce sont des images spectaculaires prises avec des grands télescopes, en l'occurrence le Very Large Télescope européen. On pourrait se dire, dans cette image de la galaxie Messier 33, où est la matière? Où est la matière? On dit, c'est facile, c'est là où ça brille. D'abord, on a compris que les objets chauds brillent, les étoiles brillent. Là où il y a de la matière, c'est là où ça brille. Voilà, donc partout où je vois brillant, il y a de la matière. Quand je ne vais pas brillant, il n'y a pas de matière. Bon, alors on va quand même réfléchir un peu, parce qu'on va se dire, ah, mais quand même, il ne faut pas déconner. On a vu qu'il y avait de la lumière qui n'était pas visible à nos yeux. Ah ben oui. Donc on peut regarder la même chose, mais cette fois-ci dans d'autres longueurs d'onde. Là, on la voit en lumière visible. On peut regarder la même galaxie, par exemple, en rayonnement radio. Alors, superposé en rayonnement radio, c'est mis dans cette couleur bleutée. Voilà ce que l'on voit en rayonnement radio. Donc, regardez bien, si vous regardez dans cette partie-là, regardez dans cette zone-là, où il n'y a, semble-t-il, pas grand-chose en lumière visible, donc peut-être pas de matière, ah ben quand même, il y a des choses qui brillent en lumière radio. Donc il doit y avoir un peu de matière aussi là-dedans. Bref, on peut essayer dans cette galaxie de peser la galaxie, si j'ose dire, d'essayer d'estimer sa masse, sa quantité de matière à partir de son rayonnement lumineux visible ou dans d'autres longueurs d'onde, dans toute longueur d'onde idéalement. L'analogie qu'on pourrait faire avec ça, pour bien comprendre que quand on fait ça, il y a un biais de toute façon, on va peut-être manquer des choses ou faire des erreurs. Voici une image où on pourrait se demander où sont les humains. Ça, c'est une image de la Terre vue de nuit. Alors, ce n'est pas la Terre vue de nuit d'un coup, parce que vous voyez qu'il ne fait pas nuit sur Terre partout en même temps. Donc, c'est un photomontage qui vous montre, en enlevant les nuages, la Terre vue de nuit avec l'emprise absolument scandaleuse. Alors, on va plutôt l'Amérique, très bien, mais Paris, tout ça, le Gers ici, peut-être dans la petite zone noire ici, des endroits où c'est un peu compliqué pour observer, parce que les lumières humaines des villes, des routes, des villes, eh bien, se voient de manière assez considérable depuis l'espace. Si vous regardez le Nil, par exemple, vous voyez très bien le Nil, vous ne doutez pas qu'en Égypte, les gens habitent près du Nil. On s'en doutait peut-être, c'est là où il y a de l'eau. Après, c'est un désert, mais enfin, de nuit, c'est assez clair. Et on voit très très bien qu'il y a des larges zones, il n'y a pas de lumière. Alors, serait-ce à dire, si je suis un extraterrestre vorace et gourmand d'humains, serait-ce à dire qu'il faut que je me précipite aux États-Unis? Certainement, ils sont massifs, ils ont l'air bien gras, donc tout va bien. Il y a certainement à manger par ici. Mais est-ce à dire que là, il n'y a rien à manger? Bon, alors, si je suis pressé, autant foncer là où c'est clair. Mais il y a aussi énormément d'humains qui vivent en Afrique, 800 millions, et dont la grande majorité n'ont pas accès à l'électricité ou ne sont pas dans une situation où ils peuvent se permettre de polluer le ciel avec leurs éclairages publics. Et donc, les endroits où il n'y a personne, bon là c'est l'océan Atlantique, donc bon, il n'y a pas grand monde, à part quelques peut-être poissons bioluminescents au fin fond, et puis quelques types avec des lampes de poche sur des bateaux, mais ça ne se voit pas beaucoup. En parlant de lampes de poche sur les bateaux, là, il y a un petit point blanc ici, là. Ça c'est les flottes de pêche à la lanterne japonaises. C'est-à-dire, on pêche la nuit, en éclairant à la lanterne, les poissons disent tiens, il fait jour, et hop, on ramasse les poissons. Donc en parlant de lumière, de lampe de poche sur les bateaux, on les voit aussi depuis l'espace. Donc c'est pour vous dire, et puis je ne parle même pas du désert d'Arabie Saoudite, où là on a l'impression qu'il y a de vastes métropoles. Mais en fait non, c'est toutes les torchères des puits de pétrole dans le désert, dans le grand désert d'Arabie Saoudite. Donc sur cette image où il y a 1000 choses à dire, on constate que si l'on veut localiser les humains, peser les humains, déterminer combien d'humains il y a sur Terre, eh bien en se contentant de la lumière qu'ils émettent la nuit, on en a une petite idée, mais qui est certainement très approximative. Je ne parle même pas de la Corée du Nord, hein, qui est... Où est-ce qu'est la Corée du Nord? Elle est ici, elle est là. Là, il fait noir, là, c'est la Corée du Nord. Donc, quand on essaie de peser une galaxie par la lumière qu'elle émet, peut-être on fait une erreur. Peut-être on fait une erreur. Alors, comment se rendre compte si l'on fait une erreur? Eh bien, la première chose, c'est de se dire, maintenant que j'ai une estimation de la masse que contient cette galaxie, je vais essayer de déterminer la façon dont elle tourne. Puisqu'après tout, ce qui va régir le mouvement d'une galaxie, Jérôme nous en a parlé, c'est la matière qu'elle contient. Et plus il y a de matière, plus elle tournera rapidement, ou de façon en tout cas différente de si elle en a moins. Donc je connais la quantité de matière, j'essaie de la déterminer par la lumière, je déduis comment elle devrait tourner, et je compare à comment elle tourne. Et je constate, et je vois
si j'ai compris à l'aune de ce que disait Jacques Trainer tout à l'heure. Alors voilà pour la galaxie Messier 33, voilà les points de mesure avec leur incertitude, la courbe en rouge qui est l'ajustement de ces valeurs expérimentales, la vitesse de rotation, vous voyez, de l'ordre de 50 à 100 km par seconde. Essentiellement, c'est croissant depuis le centre de la galaxie. Là, on s'éloigne vers l'extérieur, c'est croissant. Et puis, ça atteint, je n'ose dire un plateau, mais enfin quelque chose qui est beaucoup moins rapidement croissant sur l'extérieur de la galaxie. Alors, que sont ces courbes-ci? Eh bien, la première, celle-ci, ça, c'est ce que devrait être la galaxie s'il n'y avait que les étoiles que l'on voit. Il manque du monde. Ça, c'est ce que ajoute la contribution du gaz. Donc il faudrait ajouter ces deux contributions-là pour dire oh oui, il y a les galaxies étoiles, mais il y a le gaz en radio, le gaz qu'on voit briller aussi en lumière visible, le gaz de toute nature qui est entre les étoiles, le milieu interstellaire. Et quand on ajoute ces deux contributions-là, on n'atteint pas ce qui est observé. La pesée d'une galaxie par la lumière n'est pas suffisante pour déterminer son contenu matériel total. Et la dernière courbe qui est ici, celle-ci, c'est ce qu'il faut ajouter arbitrairement comme matière, comme la façon dont elle se distribue, de sorte que l'on puisse rendre compte de la courbe réelle de rotation. Il faut ajouter un halo de matière noire, une sorte de sphère de matière noire, en l'occurrence non lumineuse, invisible à nos instruments, peut-être même transparente, un halo de matière noire, de sorte que la galaxie soit plus massive qu'elle n'est l'air par sa lumière et que l'on puisse rendre compte de sa rotation, de la façon dont elle tourne réellement. Et donc il existe dans cette galaxie Messier 33 une composante non lumineuse de matière, semble-t-il, enfin qui est non lumineuse certainement, mais il existe, semble-t-il, une composante non lumineuse de matière dont la masse est 5 fois supérieure à la masse lumineuse. On constate la même chose dans les amas de galaxies. L'amas de galaxies, ce sont tous ces objets jaunâtres qui sont ici, toutes ces galaxies. Dans un amas de galaxies, on peut regarder la dynamique de l'amas, la façon dont les galaxies bougent les unes par rapport aux autres dans l'amas. On peut, étudiant cette dynamique, encore une fois, se rendre compte qu'il manque de la masse. Et on peut aussi regarder sur l'arrière-plan, il y a des objets là qui sont déformés, ici, 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 des galaxies plus lointaines que l'amas et qui sont déformées, dont la forme est défaite et un peu traficotée par la présence de l'amas de galaxies dont la masse déforme l'espace-temps, à la manière du trou noir, mais beaucoup moins intensément, et qui porte témoignage, ces déformations, de la quantité de matière, de la courbure de l'espace traversée par la lumière, et donc de la quantité de matière traversée par ces lumières de galaxies lointaines. Donc cet amas de galaxies, de deux façons différentes, on peut se rendre compte qu'il ne contient pas assez de masse lumineuse pour rendre compte tant de sa dynamique que de la déviation de la lumière, des déformations lumineuses qu'il impose sur les galaxies d'arrière-plan. Je laisserai Nathalie Palanque en parler en grand détail dans sa conférence mercredi, puisque ce sera le thème de sa conférence, mais cette question de la matière noire est absolument fondamentale en ce moment, une question ouverte encore en astrophysique, enfin ouverte et très chaude en astrophysique moderne. Voici quelque chose en bleu ici qui essaie de représenter la distribution de matière noire qu'il faut ajouter à la matière visible pour pouvoir rendre compte de la dynamique de l'amas et des déformations qu'il impose au fond de galaxies plus lointaines. Donc en fait, plutôt que noire, cette galaxie, elle est invisible, elle pourrait être non lumineuse, mais elle est aussi invisible ou transparente, c'est-à-dire que la lumière lui passe à travers et on ne la voit pas, mais la lumière qui passe à travers porte témoignage quand même de sa présence par la déformation de l'espace-temps qu'impose cette matière noire et la matière visible, évidemment. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de montrer le magnifique dessin qu'a fait Scott Penrose pour illustrer le chapitre matière noire. Et l'évocation que Vincent Bontemps a trouvée, il a trouvé l'évocation tout à fait proche de ce que l'on trouve en alchimie, avec ce qu'on appelle l'œuvre au noir, l'idée qu'il y a des transitions, l'alchimie qui a donc précédé la chimie, il fallait faire un certain nombre d'opérations pour partir de la vile matière, obtenir la pierre philosophale, enfin transmuter les éléments, transformer les vils éléments comme le plomb en éléments nobles comme l'or.
D'ailleurs, peut-être que les astrophysiciens, l'évocation est venue du simple fait qu'il imaginait, Vincent, et j'étais peut-être d'accord avec lui, sans doute d'accord avec lui, même bien sûr, les astrophysiciens travaillant sur la matière noire, espérant transformer la ville matière noire en or du prix Nobel, bien sûr, ou ceux qui résolvent le problème de la matière noire, sans nul doute, mériteront le prix Nobel de physique, et qui est récompensé par un prix en monnaie, mais aussi récompensé par une médaille qui est en or. Et on voit ici Marguerite Yourcenar qui évoquant l'œuvre noire, évoque peut-être aussi, et ce que les astrophysiciens essaient de faire, il faut les expériences qui sont faites, l'expression plutôt œuvre noire désigne peut-être soit les audacieuses expériences sur la matière elle-même, mais aussi peut-être les épreuves de l'esprit, les efforts de l'esprit pour se libérer des routines et des préjugés, pour essayer de transformer le monde, de transformer la matière d'une chose vile, comme le plomb, en une chose plus noble qui est l'or. Et donc aussi, les astrophysiciens et astrophysiciennes doivent faire preuve d'imagination, doivent faire preuve d'esprit libre et de grande imagination et de grand travail aussi, bien sûr, pour essayer de comprendre cette affaire de matière noire et d'énergie noire que nous allons évoquer. Et Scott Penrose a représenté ici un corbeau. Scott Penrose très éduqué, parce que le corbeau, c'est aussi, la tête de corbeau, c'est aussi dans les œuvres occultes, le nom que l'on donne à l'œuvre noire, tête de corbeau, et puis une vanité qui est ce crâne ici, qui est là, une vanité qui est là pour représenter une expression, une représentation allégorique de la mort, de la vanité des humains, de la vacuité de leurs actions et de leurs passions vis-à-vis du cosmos et des choses qui les dépassent. Et donc nous sommes ici en train de flotter sur quelque chose qui semble bien compris, sur un iceberg d'ignorance qui se trouve être le crâne même que nous sommes en train de chercher. Dernière expression, l'énergie noire, j'irai très vite aussi, puisque d'abord Pauline Zarouk en a parlé un peu, il y reviendra ensuite, mais je ne voudrais pas non plus empiéter trop sur leur domaine. Sur ce diagramme, essentiellement quelque chose qui ressemble au diagramme de Hubble que je vous ai montré tout à l'heure, mais étendu, cette fois-ci quelque chose qui indique ou qui donne une idée de la distance spatio-temporelle des objets. Les galaxies sont ici, et des mesures ont été faites sur des objets beaucoup plus lointains qui sont aussi des galaxies, mais qui sont dans des galaxies qui sont les supernovas de type 1A, des objets très lumineux. Et cette partie-là, c'est disons la partie initiale de Hubble. L'univers est en expansion, mais pour expliquer la position de ces points qui ont été rajoutés beaucoup plus tardivement, bien après Hubble, bien sûr, dans les années 90 et au-delà, et cet article-là publié même en 2003, eh bien, tous ces points-là montrent que l'univers est en expansion accélérée. Non seulement l'univers est en expansion, mais son expansion est accélérée. Et que l'expansion est accélérée, c'est une surprise, puisque la matière que contient l'univers observable devrait agir gravitationnellement en attirant la matière pour la matière, et donc en ralentissant l'expansion. Et donc, non seulement avec la matière noire, il faut ajouter une masse invisible pour fournir une gravité supplémentaire qui accélère la rotation des galaxies, dynamise le mouvement des amas de galaxies, et puis dévie de manière cohérente avec ce que l'on comprend de la relativité générale, la lumière des galaxies lointaines derrière ces amas de galaxies, mais il faut en plus fournir une énergie noire qui joue contre la gravité pour accélérer l'expansion. Les échelles ne sont pas les mêmes, la matière noire ajoutée se fait à l'échelle des galaxies et des amas de galaxies, là où l'énergie noire agit sur l'univers dans son ensemble. Et donc on est dans une situation de dilemme cosmologique, l'univers semble rempli à 95% de choses totalement inconnues, la matière noire et l'énergie noire, le 5% étant la matière ordinaire, vous et moi, les étoiles, les chevaux et les hippocampes. Deux voies de résolution s'offrent à nous. Soit on complète la population de l'univers, on dit « Ah, mais la matière noire, c'est la particule machin, la particule truc », on l'identifie. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Soit ce sont des particules, ce sont des objets. C'est tel objet, tel truc dans l'univers qui pèse et qu'on ne voyait pas. Et donc on complète la population de l'univers en disant « Mais oui, nous comprenons bien les lois de la physique qui nous ont permis de la dynamique des galaxies, de la dynamique des amas de galaxies, de la façon dont la lumière est déviée par les amas de galaxies et par la matière en général. Donc on complète la population au prétexte que les lois sont correctes, que l'on pense les lois correctes, mais on peut aussi décider tout à fait l'inverse, de dire que ben non, on va modifier ces lois plutôt que de peupler l'univers de mystérieux objets, matière noire ou énergie noire.
Et c'est exactement la situation dont parlait aussi Jacques Treiner tout à l'heure. Par exemple, quand vous avez la découverte du neutrino, l'hypothèse du neutrino, on constate que dans les désintégrations bêta, l'électron émis, ou le positron émis, mais l'électron émis, mettons, n'a pas une énergie unique. Il devrait, s'il était la seule particule émise, avoir une énergie très précise. Tous les électrons émis, pour un atome donné, un type d'atome donné, devraient avoir la même énergie. On ne constate pas ça. On voit que les électrons émis ont des énergies variées. Alors, l'énergie n'est plus conservée. Ça serait dire, si vous dites oui, vous dites, eh bien, je pense que la loi n'est plus valable à cette échelle microscopique, dans cette situation-là. Mais si vous pensez que la loi est vraie, alors vous dites, eh bien, il y a sans doute une autre particule qui est émise que je ne vois pas et qui emporte la part d'énergie que je n'ai pas vue attribuée, qui n'a pas été attribuée à l'électron. Avec pour conséquence que vous imaginez un fantôme, pour l'instant, pour conserver les lois. Il se trouve que c'est cette situation-là qui est vérifiée. Maintenant, les neutrinos ont été détectés. C'était cette particule fantomatique à l'époque, qui l'est toujours un peu, d'une certaine façon maintenant, très difficile à détecter, qui emporte une partie de l'énergie dans la désintégration bêta. On l'a fait la même chose, une manière de matière noire avec la découverte de la planète Neptune. Uranus a des anomalies de mouvement. Vous pensez, dur comme fer, que les lois de Newton sont correctes, que la physique de Newton est correcte. Eh bien, il suffit, entre guillemets, c'est un effort considérable, technique et intellectuel malgré tout, d'imaginer qu'il existe une planète au-delà d'Uranus qui va perturber le mouvement d'Uranus. Et puis, vous prédisez le mouvement de cette planète, la position qu'elle doit avoir, elle est observée à peu près pas loin de la position prédite, et vous dites, gagné, on a découvert une planète par le calcul, on a ajouté une population, un objet dans le système solaire, on a augmenté la population du système solaire pour préserver les lois. Vous observez le mouvement de Mercure, vous voyez que le mouvement de Mercure n'est pas exactement comme le dit les lois de la gravitation de Newton. Vous faites tous les efforts que vous pouvez pour essayer de rendre compte de ça en restant dans la théorie newtonienne de la gravitation. Et puis à la fin, vous dites, bien sûrement, il y a encore, on va refaire le coup de Uranus-Neptune, il y a peut-être une autre planète, d'ailleurs on va l'appeler Vulcain, qui va perturber le mouvement de Mercure. Vous ne voyez jamais cette planète Vulcain. Mieux, une autre théorie de la gravitation due à Einstein en 1915 est publiée et appliquée au mouvement de Mercure donne directement le mouvement observé, sans aucune autre hypothèse subtile de planète qu'on n'a pas vue. Vous éliminez Vulcain, vous gardez la théorie d'Einstein de la gravitation et vous avez compris le mouvement de Mercure. Donc des fois ça marche, on peuple l'univers de nouveaux objets pour garder les lois, des fois ça ne marche pas, il faut changer les lois et éliminer les fantômes que les physiciens, les physiciennes ont imaginés. Donc matière noire ou énergie noire, on pourrait se demander s'il s'agit d'une crise législative, est-ce qu'il faut changer les lois de l'univers, ou d'une crise ontologique, est-ce qu'il faut se poser des questions sur la complétude de sa population. Connaissons-nous bien tous les objets qui peuplent l'univers? J'ai joué avec un petit outil que je vous recommande, qui est assez marrant, Google est votre ami, le Google Ngram Viewer. Alors Google s'est amusé à scanner un certain nombre de livres, beaucoup de livres dans beaucoup de langues, en anglais en particulier, mais aussi en français, et vous pouvez chercher dans ce corpus des expressions, et vous pouvez tracer l'occurrence de ces expressions en fonction de la date de publication du livre. Alors je me suis amusé à faire ça pour matière noire, énergie noire et matière sombre. Alors regardez, l'expression énergie noire, c'est très simple, ça n'existe pas, puis vers 1998, précisément au moment où on commence à comprendre que l'expansion de l'univers est accélérée et qu'il faut bien un moteur à cette accélération, que l'on nomme, faute de mieux, énergie noire, l'expression commence à faire florès. Énergie noire. Je n'ai pas tracé énergie sombre, ça n'a jamais existé en français. Il y en a zéro. Maintenant, vous regardez matière noire. Alors matière noire, ça monte, exactement, ça monte. Donc on voit que l'ancienneté est plus grande, c'est pas zéro, là vous voyez le vert, la courbe verte c'est à zéro, là c'est un peu au-dessus de zéro, parce que la question de la matière noire est plus ancienne que les années 2000 ou maintenant, elle date en gros de Fred Zwicky des années 1930. Et puis elle a eu des hauts et des bas, et on n'en a pas trop parlé, un peu, beaucoup, ça dépendait de la qualité des observations, de la compréhension qu'on avait du phénomène, et puis ça se met à augmenter. Mais regardez en français, il y a aussi une autre expression qui a monté en rouge, matière sombre, qui restait toujours un peu dans l'ombre de matière noire, mais qui est là. Matière noire, matière sombre, c'est le Hatter et le Nigger dont on parlait tout à l'heure. Le noir positif
le noir négatif. Si maintenant vous regardez en anglais, oui, je précise ça, c'est que pourquoi on regarde matière noire et matière sombre, c'est que l'adjectif noir et l'adjectif sombre n'ont pas la même portée. L'adjectif noir, c'est le noir positif, c'est celui qui substantialise. Pensez à un contrario que sombre, c'est quelque chose qui n'est pas clair, une sombre affaire, une sombre histoire. C'est quelque chose qui est du côté du doute, de la perplexité, du questionnement. Et donc, matière noire et matière sombre, ça n'a pas exactement les mêmes sens. Matière noire l'emporte sensiblement en français, mais matière sombre est là. Regardez en anglais. Là, c'est beaucoup plus clair. Dark matter, dark energy la même chose que énergie noire. Black matter, je l'ai fait pour rigoler. Black matter, ça n'existe pas. Donc les Anglais, ils disent dark matter, les anglophones, matière sombre. Et si on regarde dans les autres langues, c'est très curieux, materia oscura en italien, dark matter en anglais, on vient de le voir, dunkel materie en allemand, etc., etc., en russe, pareil, etc. Il n'y a qu'en français, petite particularité du français, où il existe une variante de la matière noire qui est la matière sombre, comme si, chez les Français, il y avait peut-être encore une discussion, un plan de réflexion entre dire matière noire et matière sombre, ça n'est pas dire la même chose, et d'une certaine façon, pourrait-on dire, c'est l'hypothèse que nous formons avec Vincent, les gens, les astrophysiciens ou les écrivains de vulgarisation scientifique qui disent matière noire, entre guillemets, croient à la substance matière noire, et ceux qui disent matière sombre sont peut-être un peu plus reluctantes, comme on dit en anglais, ne sont pas tellement envie de penser à cette hypothèse et imagineraient peut-être qu'il faudrait aller chercher quelque chose dans la modification des lois. Comme quoi, le langage, le vocabulaire utilisé par les physiciens, et bien sûr par les scientifiques en général et par nous-mêmes, est porteur de sens, et peut-être d'un sens caché. C'est l'hypothèse que nous formons. J'avoue qu'avec Vincent, nous n'avons pas fait l'effort d'aller jusqu'au bout, d'interviewer 257 astrophysiciens et astrophysiciennes pour savoir, vous dites matière noire ou matière sombre ? Et vous en pensez quoi? On vous promet, on ne le dira à personne. C'est juste pour une enquête anonyme. On n'a pas fait cet effort-là, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans, peut-être pour une étude de Master 2 de sociologie ou de linguistique à faire. De la difficulté de nommer les choses. Voilà une petite extrait de la bande dessinée Calvin et Hobbes, pour finir sur un ton plus tranquille. Voilà Calvin qui est en train de vendre des noms scientifiques. Pour $1 pièce, il vous trouve un nom scientifique. Et voilà ce qu'il nous raconte. Il dit, oui, les scientifiques, ils ont des grandes théories, des grandes idées, mais ils trouvent toujours des noms absolument idiots et pas du tout, et sans imagination pour les nommer. Par exemple, ils pensent que l'espace est rempli d'une matière mystérieuse et invisible, et comment ils l'appellent? Matière noire. C'est complètement nul, je pense qu'il y a plein d'argent à se faire avec ça. Alors Hobbes lui répond, oui, moi j'aimerais bien qu'on l'appelle quark, par exemple. J'aime bien dire le mot quark, 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 quark. Et puis l'autre, il dit, bon, écoute, au lieu de faire l'idiot, va me chercher des scientifiques pour que je puisse leur extorquer un peu d'argent et leur donner des idées pour nommer leurs choses. Jean-Marc Lévy-Leblond, d'ailleurs, a discuté beaucoup sur la façon dont on nommait les théories, thermodynamiques, dont le nom a été extrêmement étudié, et puis ensuite, tout ce que l'on peut dire derrière, d'autres noms comme téléportation quantique, matière noire, ou d'autres éléments d'expérience, d'observation ou d'hypothèse scientifique qui sont nommés, pas toujours au Big Bang, maintenant même prenons encore une plus forte Big Bang, qui ne sont pas toujours nommés pour les éclaircir, en tout cas dans le but de les éclaircir ou de les rendre fortes et éventuellement compréhensibles. Voilà une autre petite blague qui est tout à fait marrante, que j'aime beaucoup. On a, après que l'antimatière et la dark matter, on a aussi récemment découvert l'existence de la doesn't matter, qui n'a absolument aucune espèce d'importance dans l'univers. Et donc, et avec des calculs et tout un truc, j'adore celle-là, elle est absolument géniale. Le gars super sérieux, vrai, il est des chauves barbus. Les lunettes, je vous rassure, c'est pour bientôt. Alors finalement, en conclusion de cette petite discussion, qu'est-ce que c'est que voir en physique? C'est ça la question qui est finalement un peu derrière tout ça, ces choses obscures, sombres dont nous parlions, et évidemment qui, elles, ont été qualifiées de noires, mais beaucoup de choses en physique ont été obscures avant d'être un peu éclaircies. Qu'est-ce que c'est que voir en physique? On pourrait dire que voir, c'est interagir avec, être capable d'avoir de l'information sur un système, d'échanger avec le système pour en avoir plutôt de l'information, pour en extraire de l'information, interagir avec de toutes les façons possibles, en touchant, en sentant, en voyant, et de plein d'autres façons, avec des instruments beaucoup plus sophistiqués, évidemment, que nos 5 sens habituels. Et du coup, les physiciens vont qualifier de noir ce qu'on voit peu ou mal, et les questions qui résistent à l'entendement. Il y a les deux choses, à la fois les choses que l'on ne voit pas, que l'on ne
dont on ne réalise pas l'existence, un peu comme cette matière noire biologique dont nous parlait Éric Batteste hier, ou comme cette matière noire dont parlent les astrophysiciens, et les questions qui résistent à l'entendement. Donc la matière noire des astrophysiciens, elle est doublement invisible, à la fois parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on la voit bien, on en voit des conséquences, et on essaie de détecter, de mettre le doigt sur ce que sont ces choses, et en plus, elle résiste, il y a d'une certaine façon une résistance à notre compréhension du monde. Mais est-ce que ce sont des réalités, des hypothèses, pour l'instant invérifiables, mais qui le viendront un jour, peut-être vérifiées, et qui deviendront une réalité, une théorie physique, ou des chimères, des choses sans intérêt et qui finalement seront abandonnées. Et puis, malgré tout, ces objets sombres, il y a des allers-retours entre objets sombres et lumière au sens de compréhension intellectuelle. Les objets noirs, des objets noirs peuvent jaillir des illuminations. Pensez au corps noir, qui a donné naissance, en tout cas, dont on voit les premières graines de la théorie quantique. Et puis, l'étude de la lumière peut révéler la présence d'entités noires, révéler la déviation de la lumière, va révéler la présence d'un trou noir, la présence de matière qui n'est pas lumineuse, transparente, qu'elle soit transparente ou invisible à nos instruments, parce que la lumière est sensible, elle, à la déformation de l'espace-temps, par exemple, et ces déformations peuvent être mesurées et donc permettre de peser la matière qui agit, mais que l'on ne voit pas. Donc voilà les réflexions que peuvent évoquer ces idées noires de la physique, avec un livre que je vous recommande vivement, évidemment. Et puis, ce dessin de Scott Spencer, je l'aimais bien. Il nous a vus, comme Vincent et moi, deux enfants qui jouions avec un ballon noir et qui nous amusions à jouer avec cette idée, sans être au-delà de l'explication et de l'évocation et simplement du jeu avec les idées pour réaliser que, finalement, voir le monde de toutes les façons possibles, par la physique, bien sûr, mais par toutes les sciences en général, mais aussi par les sciences humaines, par la philosophie, par la psychologie, par la poésie, par l'art, eh bien, voir le monde de toutes les façons, c'est mieux le voir, et avec plus de plaisir en tout cas, sans aucun doute. Merci de votre attention.